La France est un pays riche. La France est un grand pays, un beau pays, qui a porté et porte les valeurs universelles de liberté, d'égalité et de fraternité. La France n'est jamais si grande que lorsqu'elle ouvre des voies nouvelles, comme ce fut le cas en 1789 ou avec le programme du Conseil national de la résistance au sortir de la guerre. Dans ce monde où les guerres et l'impérialisme sont brutalement de retour, où s'accélère le dérèglement climatique et l'extinction de la biodiversité, où les replis nationalistes se conjuguent avec les intérêts d'une petite caste de financiers, dans ce monde-là, notre pays doit proposer un chemin différent de celui qui a échoué et qui fracture notre pays. Or, le PLF pour 2026 est un parangon non de vertu, mais de continuité médiocre des précédents exercices, incapable de répondre aux besoins sociaux et humains les plus essentiels. Quelques exemples. Vous continuez de détruire notre diplomatie, alors que la France devrait œuvrer pour la paix. Vous diminuez les moyens d'émancipation en rabotant les crédits de l'éducation, culture, enseignement supérieur ou secteur associatif. Vous rognez sur l'avenir en comprimant les soutiens à la bifurcation écologique et aux collectivités locales. Vous abandonnez nos territoires ultramarins qui rappellent les plus belles heures de la domination coloniale. Et que dire de la santé? C'est un drame à territoire ouvert, avec des hôpitaux, y compris des CHU, qui n'arrivent plus à recruter, et des départements où l'absence de régulation de la médecine de ville sonne désormais comme une faute politique qui finira devant les tribunaux parce que nos concitoyens vont rester en justice pour inaction politique. Les PLF et PLFSS pour 2026 sont porteurs de recul terribles. Ce sont les classes modestes et moyennes à qui vous faites les poches, retraités, étudiants, apprentis, travailleurs, allocataires de minima sociaux et même les personnes handicapées. Tout cela dans une posture où, au bout du compte, l'irresponsabilité le dispute au dogmatisme. Votre dogmatisme, partagé avec l'extrême droite, est celui d'une caste qu'on ne touche pas, quitte à agiter les peurs les plus malsaines. La peur comme mode de gouvernance n'est pas une idée neuve, mais vous l'utilisez sans vergogne, bien aidé par vos amis des agences de notation. Rendez-vous compte, nous a dit un ancien Premier ministre, chaque seconde, la dette s'accroît de 5 000 €. Il a raison, c'est un problème. Mais le problème ne vient pas du montant. Mais à quoi et à qui sert la dette? Elle sert aujourd'hui à financer des baisses d'impôts pour les plus riches et à les engraisser via les intérêts de la dette. C'est du gagnant-gagnant pour ces vrais assistés, madame et messieurs le ministre. Pourtant, il y a ce qui monte des tréfonds du pays, l'exigence de justice fiscale, l'exigence que chacun paye sa juste part. Or, nous le savons tous, c'est aujourd'hui largement documenté. Alors que 10 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, les patrimoines des ultra-riches ont plus que doublé en 6 ans. Je vais me permettre une petite citation. Il est vrai que nous constatons lors des contrôles fiscaux qu'un certain nombre de contribuables au patrimoine réel très élevé affichent des revenus fiscaux de référence qui les rendent pour certains éligibles au RSA ou au logement social. Ce n'est pas Gabriel Zucman qui a dit cela le 12 juin dernier, mais bien vous, Madame la ministre de Montchalin, devant le Sénat. Oui, les plus fortunés savent échapper à l'impôt, savent masquer leurs revenus. Ça suffit. La taxe sur les holdings n'est même pas un pis-aller de la taxe Zucman. Monsieur le Premier ministre, vous avez perdu la bataille culturelle, comme dirait Gramsci. Ne fracturez pas plus le pays en refusant l'évidence. Acceptez l'impôt plancher pour les personnes possédant plus de 100 millions d'euros. D'autres débats auront lieu durant cette semaine. Je pense à la niche Dutreil, véritable outil dévoyé et qui permet à des fortunes financières de se cacher derrière le boulanger ou la PME pour faire de l'optimisation fiscale agressive. Redonnons à ce dispositif sa fonction essentielle, permettre aux artisans, commerçants, PME la transmission facilitée dans un cadre familial, mais pas un outil d'optimisation. Je pense également aux 211 milliards d'aides aux entreprises, documentés par le rapport sénatorial de mon ami Fabien Gay, qui met en exergue l'impérieuse nécessité de mettre fin aux abus de certaines exonérations de cotisations sociales patronales qui bénéficient d'abord aux multinationales ou de la niche du crédit impôt recherche. Les députés du groupe de la gauche démocrate et républicaine s'engagent dans cette discussion budgétaire avec l'optimisme de la volonté, mais malheureusement avec le pessimisme de la raison, devant votre obstination à faire que tout change pour que rien ne change. Ce n'est pas le doute, mais la certitude qui rend fou, disait Nietzsche. Et pour conclure, je veux livrer à la sagacité de tous nos collègues, mais surtout ceux à gauche de notre hémicycle, les mots de Marceau Pivert lors du printemps 1936. Il disait « Les masses ne se contenteront pas d'une modeste tasse de guimauve portée à pas feutrés au chevet de la mère malade ». Bonne explication de cette citation. Merci.